Deuxième fois. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Pia, je suis intervenant, je suis formateur et je suis aussi diagnostiqué autiste et j'ai écrit 2 livres. Un premier livre pour les personnes autistes, vraiment pour elles, qui s'appelle Le guide de survie de la personne autiste, et un deuxième livre qui est plus pour l'entourage et pour les professionnels, qui s'appelle Devenir détective de l'autisme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi devenir détective de l'autisme, pourquoi j'ai choisi ce titre et aussi pourquoi c'est important dans l'intervention. Que vous achetiez ou non ce livre, c'est pas l'important. Donc on va réfléchir avec un exemple pratique. Ce premier exemple, cet exemple, c'est alors que jusqu'ici Marc acceptait de se rendre en taxi à l'UMA avec d'autres enfants, aujourd'hui il a voulu fuir et s'est détaché. Poser des hypothèses de travail pour expliquer ce comportement. Effectivement, c'est un comportement qui est dangereux, donc il faut y répondre, évidemment. On ne peut pas laisser un enfant se détacher, peut-être fuir, ouvrir la voiture et fuir. Donc on va trouver des hypothèses de travail de comportement. Alors là, j'ai pensé un peu à mes vidéos que je regarde sur les échecs, où en général, quand on pose un problème, on dit mettez une pause et réfléchissez-y. Alors si vous voulez, je vous laisse quelques secondes, vous mettez sur pause et vous y réfléchissez. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être réfléchi au problème. Une première hypothèse, ça pourrait être des hypothèses sensorielles. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que le taxi met la radio et que le bruit le dérange. Ça pourrait être, vous ne vous rendez pas compte, le taxi a fumé, mais comme l'enfant autiste mais même les adultes, a un seuil neurologique très bas, chaque stimulus sensoriel est très puissant. Du coup, forcément, la personne peut avoir envie de fuir, alors que si vous rentriez dans le taxi, vous ne sentiriez pas le tabac. Donc tout ce qui va être de ce type-là, les hypothèses sensorielles, donc ça peut être effectivement tous les sens, donc les 5 sens, mais aussi par exemple un sens qui pourrait être aussi intéressant, c'est le sens vestibulaire, puisqu'il y a du mouvement et que ça pourrait, et je connais un jeune par exemple qui ne supporte pas d'aller dans la voiture parce que ça lui donne envie de vomir. On passe à un autre type d'hypothèse, même si je n'ai pas fait la liste exhaustive des hypothèses sensorielles, c'est l'hypothèse cognitive. Alors un exemple, ça pourrait être qu'il a changé de chemin. Changer de chemin parce que, par exemple, il va chercher un autre enfant, ou parce que il y a une route qui est barrée pour des travaux. Eh bien, changer de chemin peut produire ce type de comportement. Tout simplement, la personne autiste, on dit, elle est en mode manuel. Elle a des difficultés pour s'adapter. Tout doit être retravaillé, un peu comme on avait sur un appareil photo manuel où on devait choisir l'exposition, on devait choisir la luminosité, on devait choisir le cadrage, etc. Là, tout se fait en manuel. Elle va avoir du mal à s'adapter à une nouvelle situation parce qu'elle a de grosses difficultés. Et ça, c'est vrai dans tout l'autisme. Aussi bien pour des personnes avec déficience intellectuelle que pour des personnes sans déficience intellectuelle. Face à une nouveauté, la grande difficulté, ça va être de trouver un protocole qui peut être lié aux fonctions exécutives notamment. Un protocole, c'est-à-dire un prototype qui pourrait s'appliquer. Par exemple, je prends le train. Et là, je vois que mon train est annulé. Comment je vais arriver à gérer cela? Eh bien, ce type de problématique, ça touche aussi bien des personnes comme moi qui vont être obligées, par exemple, d'écrire d'avance ce qu'elles doivent faire dans telle situation, que des personnes effectivement avec des intensités de difficultés plus importantes peut-être sur ce type de problème. Mais ça touche toutes les personnes autistes. Donc, changer de chemin, changer de trajet, changer de taxi, changer de chauffeur, tout ça, ça peut provoquer ce type de comportement. Et des fois, j'ai envie de dire, si vous voulez voir ce que c'est qu'un comportement défi, changer de chemin à un enfant autiste, vous le verrez. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de changer de chemin. Mais il va falloir le faire autrement, façonner, faire de l'habituation graduelle, comme on peut faire, par exemple, un peu dans l'allergie, c'est-à-dire mettre des toutes petites doses de changement. Et puis aussi, donner les moyens à la personne de gérer ce changement. Ça peut être une hypothèse comportementale, ça peut être il s'ennuie dans le taxi, et on pourrait se demander, est-ce que vous connaissez un enfant qui n'est pas en situation de handicap, qui va à l'école en taxi? Est-ce que c'est normal que les enfants en situation de handicap fassent des fois 1 heure en taxi, alors qu'aucun de leurs pères sans handicap ne le font?
qui ne s'ennuierait pas en taxi pendant 1 heure pour aller à l'école, et en plus après avoir, bon c'est certes la scolarisation est souvent partielle, mais avoir peut-être 7 heures de cours derrière. Donc ça pourrait être aussi quelque chose. Donc l'hypothèse d'attirer l'attention, l'hypothèse de s'agacer avec un autre enfant, elle est aussi tout à fait viable. Ça peut exister. Et puis il y a d'autres hypothèses, et c'est pas parce qu'il est autiste que par exemple il n'a pas des hypothèses psychologiques, c'est pas parce qu'il a une déficience intellectuelle, supposée ou réelle, qu'il n'a pas, par exemple, que ça ne lui plaît pas d'aller à l'école, comme plein d'autres enfants, et que du coup, il a envie de fuir parce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école. Parce que ça s'est mal passé à l'école. Et puis des fois, il y a une surgénéralisation des expériences négatives. Mais pour autant, ça peut être tout à fait viable de penser hypothèse psychologique. Le problème qu'on va rencontrer, et notamment dans les établissements, c'est que l'hypothèse psychologique est toujours en premier. C'est-à-dire, il est agité, donc en fait c'est souvent de l'agitation motrice, on en déduit qu'il est angoissé. Alors que peut-être pas du tout, c'est simplement une recherche sensorielle, par exemple de mouvement. C'est peut-être qu'il a aussi un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc voilà. Mais cette hypothèse ne doit pas être exclue parce qu'elle est mal utilisée dans certains établissements. Donc voilà, vous voyez que sur une seule chose, un seul comportement, il a voulu fuir en taxi, c'est dangereux, on peut poser des tas d'hypothèses. Et encore, là, on n'a qu'une seule partie des hypothèses. On pourrait s'imaginer ce qui s'est passé à long terme. On pourrait imaginer peut-être qu'il est malade en ce moment, peut-être etc. On pourrait imaginer plein d'autres hypothèses. Là, bien sûr, on ne peut pas faire l'exhaustivité. Et ce qui va nous aider, et pourquoi je parle d'être détective, c'est qu'il va falloir aller chercher les informations et en rejeter ou en poser comme hypothèse de travail. Ce ne seront que des hypothèses de travail tant qu'elles n'auront pas été validées. Par exemple, on va vérifier que le taxi n'a pas changé, que le chemin n'a pas changé, qu'il n'y a pas eu ceci, cela. Peut-être qu'on va réessayer après avec le même chemin pour voir si ça se produit toujours. Voilà. Et donc, en tant qu'intervenant, nous sommes amenés à poser des hypothèses, à les tester, à les valider, à les confirmer et parfois à les infirmer. Donc, en conclusion de cette toute petite vidéo, mais qui j'espère vous amènera dans l'idée que la personne autiste est cohérente, mais cohérente dans son référentiel. Ce n'est pas votre référentiel, ce n'est même pas mon référentiel en tant que personne autiste. C'est le référentiel de la personne autiste que j'ai en face. Donc, voilà. Eh bien, comprendre le fonctionnement est primordial pour répondre au mieux au comportement défi et même à tout le reste, au comportement tout court. Il ne faudrait pas voir les personnes autistes qu'au travers du prisme des comportements défis qui peuvent être dérangeants, j'entends bien, pour les personnes qui les entourent ou pour la société, mais pour autant, voilà, il ne faudrait pas voir les personnes autistes que dans ce prisme-là. On doit toujours travailler ces comportements par rapport à la qualité d'abord de la personne autiste, ensuite pourquoi pas de l'entourage, et enfin, si on a le temps, de la société. Comprendre finalement pourquoi la personne autiste fait ça, par exemple parce que elle tape sur la table parce qu'elle a faim alors qu'elle n'a pas de moyens de communication fonctionnels, vous voyez pareil. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de comportements qu'on dit défis qu'on retrouve par exemple avec une personne qui a eu un AVC et qui du coup ne peut plus communiquer. Peut-être que la première solution, c'est travailler la communication fonctionnelle. Ça devrait d'ailleurs être l'objectif global de toutes les interventions. Donc, passons là-dessus. Non seulement comprendre, c'est déjà solutionner, mais c'est aussi choisir les bons outils qui correspondent aux besoins de la personne autiste ciblée. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le timer, sinon l'idée de travailler la planification qui est déficitaire à cause des fonctions exécutives. C'est rendre concret, visuel, le temps qui passe. Donc être un bon intervenant, c'est aussi un moment de se dire je dois me décentrer, je dois me remettre en question, même sur ce que je sais de l'autisme. Peut-être que si c'est sensoriel, il va falloir, si c'est un enfant qui est petit, que je me rabaisse, comme disait Mathilde, que je me mette à son niveau. Il est important, face à la réalité de l'intervention, de confirmer. J'ai posé une hypothèse, je pensais que c'était le changement de chemin,
mais ce n'est pas ça. Eh ben tant pis, j'en pose une autre. Et ça, c'est à nous. L'enfant, on va pas remettre en question l'enfant en disant non mais lui on peut rien faire pour lui. Non, il faut se remettre en question pour nous. Il a des comportements en défi quand on lui demande la tâche. Est-ce que notre tâche est la bonne? Est-ce qu'elle est bien guidée? Est-ce qu'on le met pas en position on l'expose pas trop à l'erreur? Est-ce qu'on le frustre pas? Est-ce qu'on est assez enthousiasmant sur la tâche? Tout ça, c'est important. Et tout ça n'a qu'un seul objectif, le bien-être de la personne autiste pour laquelle nous intervenons. J'espère que, à travers cette vidéo, je vous ai montré ça. Je vous ai montré pourquoi on doit devenir intervenant d'autisme. Et j'espère aussi qu'à travers mon livre, et mes livres même, je vous montre que la personne autiste, c'est simplement une personne différente de vous, mais qui est tout à fait cohérente. Je dirais même qui est parfois plus cohérente. Désolé, hein. J'aurais peut-être pas dû dire ça, mais tant pis. Qui est parfois plus cohérente. Et il va falloir chercher cette cohérence au travers de ce que l'on voit, de ce que l'on sait de l'autisme, et aussi voilà d'être un bon observateur. Pensez aussi à interroger ceux qui sont le plus proches de la personne autiste, les parents, hein, qui sont quand même les experts souvent de leur enfant. Merci à vous.